À notre époque, nous sommes fiers d'en savoir plus sur le monde que jamais auparavant. Et il est vrai que les domaines de la science, de la technologie et de la médecine ont franchi des étapes extraordinaires dans le passé. Cependant, alors que nous envoyons des gens dans l'espace et que nous éradiquons des maladies qui étaient autrefois synonymes de mort certaine, nous ne devons pas oublier un fait. Des événements mystérieux se produisent encore sur notre planète que personne ne peut expliquer. Les incidents à couper le souffle que nous vous présentons aujourd'hui ont toujours constitué un mystère insurmontable. Qu'en est-il des inquiétantes disparitions de personnes ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Quel est le contexte de ces événements qui semblent hors du commun ? Ne manquez pas de nous suivre et faites-nous part de votre propre opinion. Walter Collins. Il n'y a guère pire pour un parent que de voir son enfant disparaître soudainement sans laisser de traces. L'américaine Christine Collins a elle aussi dû vivre cette douloureuse expérience. En 1928, son fils Walter, âgé de 9 ans, n'est pas rentré chez lui et est resté introuvable dans les mois qui ont suivi. Les événements qui allaient se dérouler par la suite ressemblaient à nouveau à une inquiétante histoire de conspiration. Mais chaque chose en son temps. Le matin du 10 mars 1928, le monde de Christine Collins allait encore bien. Ce jour-là, elle avait donné à son fils de l'argent pour aller au cinéma. Cependant, après que le film ait duré plusieurs heures et que Walter ne soit tout simplement pas réapparu, la mère inquiète a commencé à se faire du souci. Elle a fini par contacter la police de Los Angeles pour signaler la disparition de son fils. Les fonctionnaires ont immédiatement commencé à enquêter et ont donné suite à des centaines d'informations fournies par la population. Mais l'enfant disparu est resté introuvable. Après 5 mois interminables de pression publique sur la police, Christine a finalement reçu la nouvelle qu'elle attendait. Walter avait été retrouvé. Mais lorsque la mère soulagée jette un coup d'œil à l'enfant que les policiers lui ont confié, elle frissonne. Car ce garçon n'était pas son fils. Sous l'immense pression de résoudre enfin l'affaire des personnes disparues, le capitaine de police responsable a discuté avec Christine jusqu'à ce qu'elle accepte de ramener l'enfant étranger chez elle. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la mère se tourne à nouveau vers les officiers et affirme que ce garçon n'était pas Walter. Bien que les déclarations de Christine soient étayées par les données médicales et par ses amis, la police refuse d'admettre qu'elle a commis une erreur. Le capitaine Jones a déclaré que la femme confuse essayait seulement de ridiculiser les officiers. De plus, le policier a déclaré que Christine avait complètement perdu la tête et l'a fait interner de force dans un hôpital psychiatrique. L'instruction correspondante a été donnée en vertu du code 12, terme utilisé pour décrire une personne particulièrement difficile ou ennuyeuse. Pour rétablir sa réputation publique et confirmer son histoire, Jones a interrogé le mystérieux enfant. Cependant, à la grande surprise du capitaine de police, le garçon a admis au cours de la conversation qu'il n'était pas du tout Walter. En fait, il s'appelait Arthur Hutchins. L'enfant de 12 ans s'est enfui de chez lui dans l'Iowa. Lorsque les policiers sont venus chercher le garçon solitaire peu après et lui ont demandé s'il était le Walter disparu, il a répondu oui après un moment d'hésitation. La perspective d'aller à Los Angeles avait été trop tentante pour le fugueur. Sur la base de ces informations, Jones se sent obligé, à contre-cœur, de libérer Christine de l'institution psychiatrique. La femme réhabilitée a ensuite intenté un procès contre le service de police. Elle a gagné le procès et a eu droit à $10 000 de dommages et intérêts, que Jones n'a jamais payés. Si nous avançons rapidement jusqu'en 1929, le Canadien Gordon Northcott est accusé de meurtre. Le soi-disant tueur du poulailler de Wineville était soupçonné d'avoir enlevé, maltraité et assassiné plusieurs enfants. Après avoir été ciblé par les enquêteurs, Gordon et sa mère Sarah Louise ont été arrêtés par la police canadienne et extradés aux États-Unis. Au cours des interrogatoires, Sarah finit par faire une déclaration qui glace le sang de Christine. Elle affirme avoir tué le disparu Walter Collins. Cependant, la question de savoir si cette déclaration est réellement vraie ou si elle repose sur un autre fondement fait toujours l'objet d'un vif débat. Grâce à ses aveux, Sarah a échappé à la potence et s'en est tirée avec une peine de prison à vie.
Son fils Gordon n'a pas eu cette chance. Comme le tribunal a estimé qu'il était prouvé qu'il avait brutalement assassiné 3 garçons, Gordon a été pendu le 2 octobre 1930. Cependant, comme le corps de Walter n'a jamais été retrouvé, Christine Collins a cru jusqu'à la fin de sa vie que son fils était toujours vivant. Cependant, la mère n'a plus jamais été autorisée à serrer son garçon dans ses bras. Walter Collins est resté introuvable. Triangle de Bennington. Quels événements ont réellement eu lieu dans le légendaire Triangle de Bennington ? Pourquoi plusieurs personnes ont-elles disparu sans laisser de traces entre 1945 et 1950 ? Ce qui est certain, c'est que les légendes les plus aventureuses ont toujours été associées à la région correspondante dans l'État américain du Vermont. C'est là que les événements inexplicables de l'histoire de Midi Rivers ont commencé. Le 12 novembre 1945, l'homme, alors âgé de 74 ans, part à la chasse, dont il ne reviendra jamais. Auparavant, le vieil homme était parti dans les montagnes avec 4 autres chasseurs. Sur le chemin du retour, il s'est détaché du groupe et on ne l'a plus jamais revu. Le seul indice de l'endroit où se trouvait Midi était une seule cartouche de fusil de chasse, découverte dans le cadre de la recherche infructueuse d'indices. La victime disparue la plus connue du triangle de Bennington est probablement Paula Jean Weldon. 1 an après le mystérieux incident de Midi Rivers, la jeune femme de 18 ans s'y est rendue en randonnée. Au cours de sa sortie, l'étudiante a été vue par de nombreux autres promeneurs, dont un employé du Bennington Banner et un couple de personnes âgées. Le couple a déclaré plus tard que la jeune femme avait marché quelques mètres devant eux et avait fini par tourner à un angle. Mais lorsque le couple a atteint le même coin du chemin, quelques instants plus tard, Paula semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Comme elle n'était pas non plus revenue au campus dans la soirée, les autorités ont lancé une vaste opération de recherche. Mais malgré l'implication du FBI et la récompense promise de 5 000 $, personne n'a pu découvrir ce qui est arrivé à Paula. Selon certaines rumeurs, l'étudiante aurait émigré au Canada avec un ami ou aurait vécu en ermite dans les montagnes à partir de ce moment-là. Toutefois, en raison du manque de preuves, ces hypothèses ne dépassent pas le statut de spéculation. Peu après, le vétéran militaire James Tedford devient la 3e personne à figurer sur la liste des mystérieux disparus du triangle de Bennington. Il a disparu le 1er décembre 1949, 3 ans exactement jour pour jour après que Paula ait été vue pour la dernière fois. Avant ce mystérieux événement, James vivait à la maison du soldat de Bennington. Après avoir rendu visite à ses proches à St. Albans, il a voulu prendre le bus pour rentrer chez lui. Selon certains témoins, James était encore dans le véhicule avant le dernier arrêt. L'incroyable, à la fin du voyage, les affaires de James étaient toujours dans le porte-bagages. Mais il n'y avait aucun signe de l'homme lui-même. Lawrence Venom. Lawrence Venom est né en 1864 près de la ville de Watseka, dans l'Illinois. Lorsque la jeune fille avait 13 ans, elle a souffert d'une série de crises d'épilepsie, au cours desquelles elle perdait souvent connaissance. Lawrence a raconté à plusieurs reprises avoir été au paradis et avoir vu des membres de sa famille qui étaient morts. Les crises devenant de plus en plus fréquentes, les médecins qui la soignaient ont conclu que la jeune fille avait perdu la raison et que Lawrence devait être internée dans un asile d'aliénés. Cependant, un voisin, spiritualiste convaincu, réussit à persuader les parents de Lawrence de ne pas envoyer leur fille à l'hôpital psychiatrique. Au lieu de cela, ils devraient faire examiner leur enfant par un médecin spirituel, un homme nommé E. Winchester Stevens. Après avoir examiné la jeune fille, il est arrivé à une conclusion étonnante. Selon lui, Lawrence est le médium le plus remarquable qu'il ait jamais rencontré. En conséquence, elle est effectivement capable de monter avec son esprit au ciel et de rendre visite aux anges. Selon Stevens, Lawrence parlait fréquemment avec des voix différentes et prenait la personnalité de personnes très diverses. Pour le médecin spirituel, c'était clair. Il s'agissait des esprits des défunts qui avaient possédé le corps de Lawrence. Parmi eux, l'âme de Mary Roth, qui avait permis à la jeune fille de résider dans son corps. Inexplicablement, Lawrence était capable de nommer tous les membres de la famille de Mary et de raconter des histoires détaillées de leur enfance. Comme les récits semblaient concorder avec la vérité, même les parents de Mary Roth étaient convaincus que l'esprit de leur fille allait habiter Lawrence. C'est pourquoi
ils ont autorisé la jeune fille à vivre dans leur maison pendant quelques semaines. Le visiteur de Van Meter. Van Meter est une très petite ville située dans l'État américain de l'Iowa. Si la ville n'a pas grand-chose à offrir d'un point de vue historique, elle a été le théâtre de nombreux mystères inexpliqués au fil des ans. Ce mystère particulier fait l'objet de débats depuis plus d'un siècle. En 1903, un homme du nom de Hugh Griffith affirme s'être réveillé une nuit après avoir remarqué une lumière très vive qui brillait à la fenêtre de sa chambre. La lumière ne disparaissant jamais, il a décidé de se lever et d'aller voir de plus près. Ce faisant, il a remarqué que l'étrange lumière provenait du sommet d'un immeuble voisin et qu'elle était dirigée directement vers sa fenêtre. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette lumière et il a décidé de prendre une arme à feu pour se protéger au cas où les choses tourneraient mal. Après être revenu à la fenêtre, il a remarqué que la lumière semblait provenir d'une sorte de créature. Comme la créature se déplaçait, il a dit qu'elle semblait être un étrange hybride chauve-souris-homme avec une lumière qui avait été montée sur son front. La nuit suivante, une autre observation de cette étrange créature a eu lieu. Cette fois, un médecin du nom de Dr Alcott a été réveillé de façon très similaire. Une lumière brillait à travers la fenêtre de sa chambre et ne voulait pas disparaître. En regardant par la fenêtre, il a également vu une étrange créature de chauve-souris avec une lumière sur le front. Il n'a pas pu voir grand-chose d'autre de la créature car la lumière était très forte, mais il a pris son arme à feu et a commencé à viser la créature. Il a tiré 5 fois et prétend avoir touché la créature à chaque fois. Cependant, ces tirs n'ont eu aucun effet sur elle. À ce moment-là, le médecin a eu une peur bleue et a décidé de retourner se cacher dans sa maison. Il n'a jamais revu la créature, mais il n'a certainement jamais oublié ce qui s'était passé cette nuit-là. Après que la nouvelle de la créature ait commencé à se répandre dans la ville, un certain Clarence Dunn a décidé de monter la garde et d'essayer d'élucider ce mystère. Clarence refusait de croire qu'une mystérieuse créature non identifiée terrorisait la ville. Il pensait plutôt qu'il s'agissait de l'œuvre d'une maligne équipe de cambrioleurs. Le lendemain matin, vers 1h, Clarence entend un étrange gargouillement devant sa porte d'entrée. Lorsqu'il ouvre la porte, la lumière jaillit sur lui. Lui aussi avait vu la mystérieuse créature et elle était tout ce que les 2 autres hommes avaient dit qu'elle était. Elle faisait à peu près la même taille qu'un humain. Mais elle avait de grandes ailes et une lumière brillante sur le front. Clarence a décidé de tirer sur l'étrange bête, mais ses tirs n'ont pas eu d'effet non plus et il ne savait pas quoi faire d'autre. Le lendemain matin, Clarence se promène devant sa maison, dans l'espoir de trouver des preuves de ce qui vient de se passer. En regardant autour de lui, il a trouvé une série d'empreintes de pieds à 3 doigts. Il décide de faire un moulage en plâtre de ces empreintes, afin de les montrer aux autres habitants de la ville. Cependant, au fil des ans, ces moulages ont été égarés, et personne n'a jamais été en mesure de les retrouver. Au cours des 3 jours suivants, plusieurs autres observations de cette étrange créature ont été signalées. Mais les choses sont devenues de plus en plus bizarres. La première observation a été faite par le propriétaire d'un magasin local. Selon cet homme, il a remarqué une étrange créature perchée au sommet d'un poteau téléphonique et a pensé qu'il devait s'agir de la même créature dont tout le monde avait parlé. Cette fois, le propriétaire du magasin a tiré avec son arme à feu sur la bête et a réussi à la toucher directement. Cependant, au lieu de reculer ou de s'enfuir après avoir été frappé, l'homme dit que la créature a commencé à dégager une odeur très nauséabonde qui a irradié toute la zone. Après cela, la créature a pris son envol et s'est dirigée vers une ancienne mine de charbon située juste à l'extérieur de la ville. La rumeur prétend que la créature devait vivre dans la mine, ce qui pourrait également expliquer l'odeur nauséabonde. C'est là que l'affaire prend sa dernière tournure étrange. Il n'a pas fallu longtemps pour que les habitants commencent à entendre des bruits étranges provenant de la mine. Plusieurs personnes ont été appelées pour enquêter et elles ont confirmé que les bruits étranges provenaient en fait de très loin dans la mine. Une petite équipe a décidé de fouiller davantage la mine et a trouvé la créature responsable. Sa description correspondait à ce que tout le monde avait affirmé. Cependant, elle était maintenant accompagnée d'une autre créature identique, bien qu'un peu plus petite que l'original. Plusieurs membres de l'équipage avaient des armes sur eux et ils ont commencé à tirer sur les monstres non identifiés. Mais cela ne semblait avoir aucun effet, comme tout le monde l'avait dit. Finalement,
le groupe a fui la mine et n'est jamais revenu. Après avoir passé un certain temps à débattre de ce qu'ils devaient faire pour remédier à la situation, la décision a été prise de fermer la mine pour toujours. Personne ne sait avec certitude si les créatures sont toujours présentes dans la mine, ni même si elles sont encore vivantes. Cependant, les habitants insistent sur le fait que cette histoire est 100% vraie et reste inexpliquée à ce jour. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous des événements mystérieux que nous vous avons présentés aujourd'hui ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Merci pour votre intérêt, passez une bonne journée et à la prochaine.